Arc-en-Ciel, chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel Lyon Rhône-Alpes. Mesdames et messieurs, heureux d'être en ligne avec monsieur Moustapha Saha, le sociologue des problématiques des minorités urbaines, migratoires ou de la révolution numérique. C'est Moustapha Saha. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Bonjour, c'est Abdelatif. Marhaban, comme ça a été dit et redit, nous sommes heureux d'accompagner cette idée qui est très intéressante de la part de M. Moustapha Saha de mettre à jour l'histoire et en même temps de parler avec d'autres éléments pour enrichir l'histoire d'un sultan marocain, Moulay Abdelaziz. Et la thématique de ce jour, dans un premier temps, parce que nous avons pris la décision d'accompagner ce débat durant, il faut compter au moins un mois, voire un mois et demi. Donc, après les vacances scolaires, certainement pendant le mois de septembre, on continuera à développer un certain nombre de volets qui concernent le sultan Moulay Abdelaziz. Et ce jour, on va essayer de parler sur son rôle en tant que précurseur de la modernité marocaine. Monsieur Moustapha Saha, à vous la parole. Bonjour, je suis heureux d'être de nouveau parmi vous. Oui, effectivement, la question sur le règne de Moulay Abdelaziz est tellement vaste et tellement complexe que elle demanderait plusieurs émissions et surtout que là, on est devant un cas de conscience parce que nous sommes en face d'une injustice historique qui n'a jamais été, ou en tout cas totalement réparée. Certains historiens ont essayé de rectifier le tir, mais la question reste posée. Et on a en même temps affaire à une thématique d'une actualité brûlante par rapport à ce qui se passe dans certains pays. Je ne parle pas du Maroc, mais d'autres pays qui sont voisins. Suivez mon regard. Et donc, voilà, moi je voudrais commencer. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un survol. Je vais essayer, dans les limites du temps, d'aller le plus loin possible. Bien sûr. Et poser les jalons de certains points qui demandent à être vraiment analysés en profondeur, des informations qui demandent à être apportées, qui n'ont jamais été explicitées, etc. Et je voudrais juste commencer par dire que l'histoire, comme tout le monde le sait, est toujours écrite par les vainqueurs. Et cette histoire est toujours implacable avec les vaincus. En fait, la postérité est encore plus cruelle quand il s'agit de rois déchus. Et c'est le cas de Moulay Abdelaziz. On est au tournant du XXe siècle. Le partage du monde entre les puissances occidentales est pratiquement achevé. Il demeure malgré tout quelques régions autonomes, des régions rebelles à la mainmise coloniale. Parmi ces régions, il y a le Maroc. Le Maroc attise depuis plusieurs siècles les convoitises européennes. Je rappelle que par exemple, depuis le XVe siècle, les Espagnols et les Portugais n'ont jamais cessé de harceler les côtes marocaines, d'occuper des présides, de construire des forteresses, etc. Et donc, et en même temps, le Maroc résiste sur son flanc oriental à la pénétration ottomane. Voilà la situation du Maroc au tournant du XXe siècle. Mais le pays, depuis pratiquement tout le XIXe siècle, est miné de l'intérieur en même temps.
Il est miné par les révoltes tribales incessantes et puis par des gardiens de traditions complètement fossilisées qui ignorent, qui tournent complètement le dos aux transformations du monde. Voilà. C'est dans ce contexte que Moulay Abdelaziz accède au trône en 1894 à l'âge, en pleine adolescence, à l'âge de 16 ans, sous la régence d'un vizir très puissant, du grand vizir Ahmed Ben Moussa, qu'on appelait Bahmed, et qui a disposé de tous les pouvoirs avec la complicité de la mère de Moulay Abdelaziz jusqu'à sa mort en 1900, jusqu'à la mort de Bahmed en 1900. Vous permettez, c'est Moustapha Saha, pour notre auditoire, hein, donc juste, ça ne reste que quelques mots par rapport à ce monsieur que vous venez de citer, monsieur de Bahmed. Alors, Bahmed était déjà grand vizir du père de Moulay Abdelaziz. D'accord. Et donc, c'était un homme d'État d'une intelligence incroyable. Il a passé tout son temps déjà sous le règne de Moulay Hassan Ier, le père de Moulay Abdelaziz. Il a évité la colonisation du Maroc en jouant les puissances européennes les unes contre les autres. Un stratège, oui. Voilà. Et en même temps, il a été assez efficace aux côtés de Moulay Hassan, qui a passé son règne pratiquement à aller mater les tribus rebelles jusqu'au désert. Donc, il y avait une double nécessité qui a continué par la suite chez Moulay Abdelaziz. Ça veut dire à la fois essayer de pacifier le territoire et en même temps résister aux convoitises occidentales. Voilà. Ok. Et donc, quand Moulay Hassan meurt, on suppose qu'il est mort en 94 dans le sud marocain lors d'une expédition contre une tribu. On appelait ça Harka, dans une Harka. Donc, qu'est-ce qu'il fait Bahmed, il cache pendant 5 jours la mort de Moulay Hassan. Okay. Jusqu'à ce que son corps soit rapatrié à Fès. Mais en fait, il met à profit cette petite semaine pour monter un complot contre le fils aîné, qui s'appelait Moulay Mohammed, et pour le déshériter avec la complicité de la maman, de la mère, pour le déshériter et mettre à sa place Moulay Abdelaziz, qu'il savait pouvoir contrôler puisqu'il n'était qu'adolescent. D'accord. Voilà. Et donc, Moulay Mohammed Ben Hassan a été enfermé toute sa vie dans un palais de Meknès, où il a mené une vie de sage, de soufi. Il passait son temps dans l'étude et dans la prière, et jusqu'à la fin. D'ailleurs, il a été évoqué quand il y a eu la grande crise au début comme possible remplaçant de Moulay Abdelaziz, et on a abandonné cette idée. Voilà, et Bahmed prend les pleins pouvoirs à partir de 1894 jusqu'à 1900, année où il est mort. Voilà, j'ai dit le... Donc, c'est une période de domination de ce monsieur sur voilà. Le jeune roi. Et moi, je pensais que des personnages historiques d'une telle importance méritaient chacun une émission entière, tellement leur destin a été riche et décisif pour le Maroc. Alors, conscient comme ça a été pris une décision, comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc je confirme encore une fois, nous consacrerons presque chaque dimanche, après les vacances aussi, hein, donc une demi-heure, voire plus parfois, pour parler de cette période de l'histoire du Maroc qui, jusqu'à maintenant, qui est mal connue, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non seulement elle est mal connue,
mais elle a été complètement falsifiée. Eh bien, écoutez, c'est un grand plaisir pour nous de mettre l'accent sur ces anomalies et en même temps de rendre justice à ceux qui ne peuvent pas le faire actuellement. Et donc, il y a des personnages qui vont jouer un rôle décisif dans le règne de Moulay Abdelaziz. J'en citerai que deux, il y en avait beaucoup. Mais il y avait Moulay Ahmed Ressouli, qui était une sorte de bandit, de bandit de grand chemin, qui a joué un rôle incroyable, qui ont enlevé, enfin bref, ça je peux le raconter dans une émission. Il y avait le fameux Bouhmara, qui s'était proclamé roi. Et ce Bouhmara, il était dans quelle région au Maroc? Bouhmara, il était dans l'oriental. L'oriental. Voilà. Donc, il avait réussi à soulever. Il était Zahrouni, c'est-à-dire de Zahron, absolument. Il s'était fait passer pour le frère de Moulay Abdelaziz, l'aîné, que j'ai évoqué tout à l'heure. Moulay Mohamed, parce qu'il y avait une ressemblance physique entre les deux. Il a réussi à se faire proclamer roi par plusieurs tribus, et il a fini par, et d'ailleurs il avait donné aussi du fil à tordre à la colonisation française en Algérie, puisqu'il pénétrait l'Algérie jusqu'aux confins de la Tunisie avec ses troupes. Voilà. Donc il mérite aussi qu'on lui consacre une émission entière. Écoutez, on va continuer sur cette... parce que là, on est en train d'évoquer un certain nombre de pistes, quand même, pour mettre en lumière et en même temps pour comprendre ce qui s'est passé réellement avec ce jeune roi. Mais néanmoins, ce roi reste un pilier de l'histoire marocaine, parce que vous avez parlé en tant que précurseur de la modernité marocaine, mais aussi sur un élément qui m'a frappé la semaine dernière. C'était parmi les premiers qui a parlé d'une monarchie constitutionnelle. Absolument, et je développerai ça dans... Et j'aimerais bien ces deux points, si c'est possible, d'avoir, ça ne risque on a presque 15 minutes à 20 minutes encore à développer. Je voulais juste dire deux ou trois choses sur son départ. En fait, comme je l'ai dit, Moulay Abdelaziz est confiné pendant les 6 premières années, pendant que régnait Bahmed, dans un rôle purement symbolique. Oui. Et en fait, il n'existe que par son nom, qui est solennellement proclamé dans les prières et les cérémonies officielles. Mais c'est là le cœur du problème, de la question. C'est que son regard, qui est détourné des affaires intérieures, se porte de plus en plus au loin, ça veut dire vers l'Occident, où la révolution scientifique et technique se matérialise par des inventions qu'il trouve miraculeuses. Donc, c'est ce qui lui permet, c'est là le fond du problème, c'est ce qui lui permet à la fois, il se prend de passion pour des inventions techniques, et en même temps, il prend conscience de l'immobilisme mortifère de son royaume, qui est enfermé dans des traditions immuables. D'accord. Donc ce monsieur, ce jeune roi, quoi qu'il arrive, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, donc il était un petit peu en avance par rapport à son époque. Ah, complètement. D'abord, c'est quelqu'un qui fait preuve très très jeune, dès l'enfance, de talent d'artiste. Il se met dans le palais, il se met à peindre, avant même de devenir roi. Et après, quand il est devenu roi, il fait appel à l'un des artistes américains les plus prestigieux pour le former, enfin comme instructeur d'art plastique, quoi. Et je pense que déjà à ce titre, comme beaucoup d'artistes et à d'autres titres que je vais développer, c'était un visionnaire. Il voyait loin. Et après avoir pratiqué le dessin, la peinture, la calligraphie, même quand on a des témoignages qui n'ont pas été publiés, que quand il était tout petit, il affichait un intérêt permanent pour les techniques artisanales de fabrication. Il suffisait qu'on lui offre quelque chose pour qu'il demande comment c'est fabriqué, comment ça fonctionne. Vous voyez la curiosité scientifique et technique dès le départ. Et il s'entoure
tout au long de sa vie, il s'entoure d'instructeurs, d'ingénieurs européens et américains. Il n'a aucun tabou à ce niveau-là. Voilà, je voudrais, avant de répondre à votre question, juste dire que vous voulez de lui, un personnage de l'époque qui était incroyable, sur lequel il faudrait aussi consacrer, auquel il faudrait aussi consacrer une émission, qui était un journaliste du Times, qui s'appelait Walter Burton Harris, qui était chroniqueur à demeure, qui était devenu un personnage incontournable du palais, qui avait d'ailleurs construit une villa très très fameuse depuis à Tanger, sur la baie de Tanger, qui s'appelle la villa Harris. Et c'est une villa prestigieuse, et j'ai appris qu'elle était en pleine restauration, parce que après, Harris a vécu au Maroc jusqu'en 1922. Après, il a abandonné cette villa qui était devenue un casino, et après, elle était devenue, dans les années 60, un club med couru par les gens du monde entier. Et donc, ce journaliste, qui était également, on l'a découvert par la suite, un agent actif des services secrets britanniques, a laissé plusieurs livres. Alors, l'un des livres est considéré comme un livre de référence, il s'appelle Le Maroc disparu, d'ailleurs qui se décline en sous-titre de manière très modeste, comme un ensemble d'anecdotes sur la vie intime de Moulay Hassid, de Moulay Abdelaziz et de Reissouli. Ce livre a été publié en 1929, il était totalement introuvable. Et il y a quelques années, les éditions marocaines d'Ar et Amen qui ont eu la bonne idée de le republier. Donc, on peut se le procurer de nouveau. Dans un article du Times de l'époque, Walter Harris témoigne. Parce que je trouve ce témoignage, c'est l'un des rares témoignages qui dit la vérité de l'époque à chaud sur Moulay Abdelaziz. Qu'est-ce qu'il écrit, Walter Harris? Il dit « Moulay Abdelaziz a acquis en peu de temps un talent remarquable de photographe, digne d'un grand professionnel. Il tire et développe lui-même ses épreuves, les encadre et donne à tout ce qui sort de ses mains un cachet artistique. Le sultan s'intéresse aux découvertes de la science et aux innovations techniques. Il s'acquiert des derniers progrès dans les domaines des télécommunications, de l'électricité, de l'automobile. Il veut élucider dans les plus petits détails une infinité de questions scientifiques qui, pour être comprises à fond, exigent des connaissances spéciales extrêmement étendues. » Alors voilà la première raison pour laquelle Moulay Abdelaziz est combattu par les ignorantistes et par les obscurantistes qui étaient complètement allergiques à toute lumière venue de l'extérieur ou de l'intérieur. C'est tout à fait juste, hein, parce que cette période-là, le Maroc, il était ailleurs, hein, donc c'est normal qu'il y ait cette... ce n'est pas normal en vérité, mais c'est normal d'avoir une réaction hostile par rapport à cette ouverture d'esprit de ce jeune roi. Voilà, absolument. Et Walter Harris souligne les traditionalistes de tous bords mènent à travers le pays une campagne terrible de dénigrement contre le sultan qu'il traite d'impie, de mécréant, d'apostat et auquel il dénie la qualité de commandeur des croyants. Et vous voyez bien que là, on a affaire aux mêmes techniques que le bashing d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on cherche à détruire par tous les moyens l'image sociale de la cible expiatoire. Et donc, du coup, on renverse tout. Les qualités deviennent des défauts incriminatoires, les vertus deviennent des vices rédhibitoires, et le sultan hyperactif et créatif est décrit comme un dynaste oisif et passif. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Donc sa curiosité intellectuelle est interprétée comme une démission spirituelle. Il devient un monarque bouc émissaire jeté en pâture à la vindicte populaire.
Sur l'aspect politique, si Mustafa Saha, parce que ça, c'est clair et net, il a un jeune roi, hein, donc il avait une ouverture d'esprit de taille, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et surtout dans cette période d'innovation, hein, comme vous l'avez bien dit au départ, sur l'aspect monarchie constitutionnelle, parce que cette notion, sincèrement, ça a interpellé un certain nombre de notre auditoire, et qui se posent des questions, et c'est pourquoi je me suis permis de vous la reposer. Je vais en dire deux mots. Avant d'y revenir, parce que l'affaire est énorme. Dès qu'il prend, dès qu'il récupère le pouvoir, Moulay Abdelaziz, il a 24 ans. Oui. Il engage, immédiatement, il engage plusieurs, sur lesquelles je reviendrai dans le détail technique, plusieurs réformes administratives et financières. Alors, la philosophie générale de ces réformes, c'est d'introduire une égalité entre tous les Marocains devant les devoirs envers la collectivité et devant les impôts. D'accord. Alors vous pensez bien que tout de suite, d'un côté les chefs de tribu et d'un autre côté les notables des villes commencent à fomenter des séditions, des conspirations, des complots, dont le seul but est de sauvegarder leurs privilèges. C'est là où le Maroc, tout de suite, se retrouve dans une situation explosive. Et les trahisons commencent à germiner au sein même de la famille royale, parmi ses frères. Et donc, il lui fallait en même temps éteindre les départs de feu dans tous les coins du territoire. On oublie que son armée n'a pas arrêté de faire la guerre à l'intérieur. Exactement. En plus de la guerre civile aiguisée, vraiment, c'était une véritable, on appelait ça Siba. C'est ça, c'est ce que je voulais vous dire tout de suite, mais vous l'avez bien dit, donc c'est la période de Siba au Maroc, si je puis dire. Voilà. Ouais. Alors, elle est à la fois aiguisée par les dissensions marocaines, mais aussi exacerbée par les rapacités étrangères. Il ne faut pas oublier que la France et l'Espagne n'arrêtent pas de corrompre des chefs de tribu, de les armer, de les pousser et d'attiser le feu. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Maroc, et ça c'est très important de le dire, ne manque pas de penseurs, de concepteurs, de légistes. Il y avait un certain Ali Znebar, qui était de Salé, qui était un écrivain, un poète et un nationaliste, qui avait vécu en Égypte et qui est revenu au pays en 1904. Je reviendrai dessus. Il parle pour la première fois de nation, de citoyenneté marocaine, de gouvernance étatique, d'Oula Maghribia. Il y avait un autre slaoui qui s'appelait Mohamed Abdullah Ben Saïd, qui avait proposé une démocratisation générale des institutions et l'élection de conseils municipaux et de conseils locaux à tous les niveaux sur le territoire. Et puis, surtout, le 8 février 1907, c'est-à-dire un an exactement avant sa déposition, Moulay Abdelaziz crée à Tanger, sur les conseils d'ailleurs de la chancellerie allemande, le journal arabophone Lisan al-Maghrib, qu'on pourrait traduire par la langue du Maghreb. Et donc, il engage deux super professionnels du journalisme, deux frères syro-libanais de confession chrétienne qui s'appelaient Fajr Allah et Arthur Nemour et qui sont recrutés comme directeurs de la publication. Et c'est là, je reviendrai toute une émission sur cette question, entre le 11 octobre et le 1er novembre 1908. Moulay Abdelaziz avait été déjà détrôné par son frère le 4 janvier de la même année. Ce journal propose un projet de constitution en 93 articles, sur lequel je reviendrai pendant toute une émission pour le détailler. Et le journal, qui est devenu une référence par la suite pour les indépendantistes, n'a sorti que 84 numéros, mais écoutez bien, n'a cessé d'exhorter le nouveau sultan Moulay Hafid de sauver le pays des abîmes de la décadence où conduit l'ignorance, écrit noir sur blanc, et de lui rappeler sans cesse, pratiquement à chaque parution, la réforme est une
cette exigence du temps et que la jeunesse nécessite de montrer son enthousiasme pour s'y engager. Et donc, Moulay Hafid refuse de ratifier le projet de constitution, la proposition, en tout cas du 11 octobre 1908. Il finit par signer l'acte de protectorat du 30 mars 1912, avant d'abdiquer à son tour, le 12 août 1912, en faveur de son demi-frère Moulay Youssef, le père de Mohamed V, et finit sa vie exilée à Enghien-les-Bains, dans la région parisienne, où il s'éteint le 4 avril 1937. Son corps, par la suite, a été rapatrié à Fès. Voilà. Mais écoutez, donc, si vous le permettez, moi j'ai une proposition à vous faire parce que il y a un grand nombre de pistes que vous avez évoquées. Donc, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une histoire de 1 mois ou 2 mois. Donc, puisque l'émission il est chaque dimanche. Donc, moi, à titre personnel, je vous le dis, je vous le redis, je m'engage de consacrer une demi-heure chaque dimanche à partir du mois de septembre, après les vacances. Il reste encore dimanche prochain, pourquoi pas. Et en même temps, d'évoquer toutes les pistes qui peuvent faire toute la lumière par rapport à l'histoire du Maroc, parce qu'on n'est pas que dans l'histoire du roi Moulay Abdelaziz, mais on est dans le cadre de l'histoire du Maroc. Sincèrement, j'étais ébloui avec cette notion de modernité qui a été évoquée dans une période où d'autres pays vivent encore, même au Maroc, vivent encore dans l'obscurité presque totale. Si vous le permettez, Sabrtif, moi, je suis prêt à consacrer tout le temps qu'il faut à la ville de Tanger. Parce que c'est Moulay Abdelaziz qui fait de Tanger, dont il avait fait sa capitale diplomatique déjà. Bien sûr. Qui fait de Tanger un laboratoire à ciel ouvert de la modernité. Il faut savoir qu'en 1900, la ville Elto, qui sont des résidents permanents, sur un total de 45 000 habitants, ça veut dire le quart de la population, sont des Européens, des Américains, etc. Mais surtout que la ville est déjà équipée en 1900 d'électricité, d'eau courante, de téléphone. Dans la ville, il y a plein de journaux qui paraissent dans toutes les langues, dans une liberté d'expression totale. Et c'est dans l'immense palais de Tanger que Moulay Abdelaziz s'est retiré, qui était en même temps un grand voyageur toute sa vie. S'est retiré jusqu'à sa mort en 1943. Et donc, il ne faut pas oublier que Tanger, de ce fait-là, uniquement de ce fait, est devenue une capitale mondiale de la modernité. Quand on sait le nombre, par exemple, que la plus grande école artistique et littéraire, la Beat Generation, a éclos dans la ville de Tanger, avec Paul Boyles, avec tous les grands écrivains qui ont écrit leurs chefs-d'œuvre là-bas, que jusqu'aux années 80, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, tous les grands philosophes, les grands écrivains du monde entier allaient y séjourner, à commencer par Jean-Paul Sartre, par Samuel Beckett, et j'en passe, beaucoup. Voilà. Parfait. Donc, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, toujours à la même heure, donc 15h30, pour un épisode assez importante dans l'histoire du Maroc et notamment la période de Moulay Abdelaziz. Je vous dis à très bientôt, Monsieur Moustapha Saha, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. Et aussi pour évoquer, moi sincèrement, ça me touche cette affaire de Bouhmara et surtout la zone géographique. C'est très important. Oui, le Nord. Voilà. Le Nord, et oui, justement, c'est la question. Pourquoi vous avez bien compris pourquoi j'insiste sur ce point. Et j'aimerais bien qu'on consacre dimanche prochain, si vous aurez le temps de préparer quelque chose par rapport à cette période de M. Bouhmara et le pourquoi et l'enjeu qui est derrière. Voilà. Moi, je voudrais quand même, consacrer une émission au projet de constitution, parce que vous allez être étonné de son contenu. Et puis à Bouhmara, et puis on revient sur le projet, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Merci, c'est Moustapha Saha. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Écoutez, le plaisir est pour nous. Merci infiniment. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Ma salam Sidi. Arc-en-ciel.
Arc-en-Ciel, chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel Info. Arc-en-Ciel, animation festive.